Aujourd'hui, on condamne un jardinier parce qu'il a le tort d'être maghrébin. Bonjour, c'est Nicolas Poincaré. Bonjour, c'est Fabien Randry à Narissoa. Omar m'a tué. Ces quelques lettres tracées à l'aide du sang de Ghislaine Marchal il y a 30 ans appartiennent à l'histoire. Ces mêmes lettres qui l'accusaient pourraient bien aujourd'hui innocenter Omar Haddad. Une nouvelle expertise ADN fait état d'empreintes de 4 hommes non identifiés. On vous explique. Gracié partiellement par Jacques Chirac en 1996, Omar Haddad n'a pas été pour autant acquitté. Pourtant, l'ex-jardinier de la victime n'a jamais cessé de clamer son innocence et demande aujourd'hui une requête en révision de son procès. 3 bonnes raisons d'écouter ce podcast avec Nicolas. C'est le fait divers le plus mystérieux des années 1990. On va voir ce que disent ces nouvelles analyses ADN. Est-ce que c'est vraiment un élément nouveau? Est-ce que ça peut déboucher sur un nouveau procès Haddad 30 ans après? Expliquez-nous le monde. Un podcast RMC. Nicolas Poincaré. Fabien Randry à Narissoa. Déjà, il faut qu'on commence par vous rappeler le fond de cette affaire. Il y a 30 ans, le corps de Ghislaine Marchal, qui était une riche héritière, était retrouvé dans sa villa près de Cannes. Et quand on dit 30 ans, c'est pas 30 ans environ, c'est 30 ans exactement, puisque le corps avait été retrouvé le 24 juin 1991. Et c'est ce jeudi 24 juin 2021 que la défense a déposé une nouvelle demande en révision. Alors effectivement, Ghislaine Marchal, c'était une veuve, une riche héritière qui habitait une très belle villa à Mougins, c'est sur les hauteurs de Cannes. Et le 24 juin 91, ses amis s'inquiètent parce qu'ils n'ont plus de nouvelles depuis la veille. Finalement, les gendarmes arrivent le soir et dans une cave qui est un petit peu à l'écart de la maison, ils découvrent une porte fermée de l'intérieur. Ils ont énormément de mal à l'ouvrir parce qu'il y a un lit qui coince cette porte de l'autre côté. Ils l'ouvrent et ils découvrent le corps donc, de la vieille dame couchée par terre. Et puis, ces 2 inscriptions absolument mystérieuses. La première sur la porte qui dit « Omar m'a tué », tué ER à la fin, donc avec une faute d'orthographe, et puis une autre sur une autre porte, une autre inscription qui dit la même chose, sauf que la phrase ne se termine pas, c'est Omar m'a tué, comme si la vieille dame n'avait pas eu la force d'écrire une deuxième fois cette dénonciation. Alors, il y a un Omar dans l'entourage de la vieille femme, c'est Omar Haddad, c'est un jeune homme, il a 29 ans à l'époque, il est marocain, il parle à peine français, il a été un peu pris sous son aile par la vieille dame et il va aussitôt être accusé. Pour les enquêteurs, c'est assez fléché. Omar, le jardinier, s'appelle Omar, ce sera pour lui. Mais qu'est-ce qui l'accuse d'autre ? Eh bien, rien. Il n'y a aucune trace ADN qui sera retrouvée d'Omar Haddad à l'intérieur de cette petite cave. Il n'y a pas de sang de la victime sur aucun de ses vêtements retrouvés. Simplement, le jour du meurtre, c'est-à-dire la veille du soir où on a retrouvé le corps, eh bien, Omar Haddad, il dit qu'il est rentré chez lui en mobilette pour déjeuner à la maison, puisqu'on pense que le crime a eu lieu à l'heure du déjeuner. Et le problème, c'est que personne ne l'a vu. Sa femme n'était pas là, ses voisins ne l'ont pas vu. Bref, il n'a pas d'alibi. Par ailleurs, il se défend mal. Par ailleurs, il va mettre 10 jours avant de rencontrer pour la première fois un avocat. C'était il y a 30 ans, les procédures judiciaires n'étaient pas exactement les mêmes. Il parle à peine français, on va mettre beaucoup de temps à lui fournir un interprète correct. Il passe toute une garde à vue sans bénéficier de traduction. Bref, il se défend mal, il est inculpé. À l'époque, on ne disait pas mis en examen, on disait inculpé. Et en 1994, on arrive au procès devant la cour d'assises de Nice. Le procès va très mal se passer pour lui. Omar Haddad est défendu par un ténor, maître Jacques Vergès, très très connu. C'est l'ancien avocat du FLN, c'est un avocat très politique qui fait souvent des défenses de rupture. Ça a été l'avocat de Klaus Barbie quelques années avant à Lyon, l'ancien patron de la Gestapo de Lyon. Bref, c'est une star du barreau, sauf que de l'avis de tous les journalistes qui ont assisté à ce procès, et j'en ai interrogé plusieurs pour préparer ce qu'on est en train de faire, eh ben, il n'a pas fait le boulot, Jacques Vergès. Il a été mauvais pendant le procès. Il n'avait pas bossé le dossier. On avait l'impression qu'il roupillait, m'a dit un journaliste. Enfin, en tout cas, le procès se passe mal. Le président, c'est un ancien pied noir d'Algérie qu'on peut soupçonner d'un certain racisme. Il s'adresse à l'accusé en lui disant « Omar, debout !» en l'appelant donc par son prénom, en le tutoyant, ce qui est quand même pas des procédures très normales. Il aurait sans doute pas dit ça à un Français. Et puis il lui dit à un moment, vous, les musulmans, vous avez l'habitude de tuer le mouton à l'Aïd, donc vous avez tué cette vieille dame. Enfin bref, tout se passe mal pendant ce procès pour Omar Haddad, et à la fin, il est condamné à 18 ans de réclusion criminelle. Ce soupçon de racisme, qui est probablement plus qu'un soupçon, eh bien c'est ce qui donne toute la dimension politique à cette affaire. À la sortie du procès, Jacques Vergès avait d'ailleurs comparé Omar Haddad au capitaine Dreyfus. Écoutez. Il y a 100 ans, on condamnait un jeune officier qui avait le tort d'être juif.
Aujourd'hui, on condamne un jardinier parce qu'il a le tort d'être maghrébin. Autant peut-être que Jacques Vergès n'a pas été bon pendant le procès, mais sur le côté médiatique et sur toute la dimension politique de l'histoire, là on peut dire qu'il a réussi son coup. Oui, alors effectivement, il a donc juste après le procès, il a attaqué un nouveau combat pour essayer d'obtenir la réhabilitation ou la révision du procès. Et là, effectivement, il a été meilleur. Et notamment, l'affaire est devenue très politique lorsque les Marocains s'en sont emparés. L'affaire a eu un très grand retentissement au Maroc, où souvent on disait qu'effectivement, il y avait un Marocain qui avait été victime d'un procès raciste en France. Le roi du Maroc, Hassan II, à l'époque, le père de l'actuel roi Mohamed VI, s'en est mêlé. Et il a obtenu de Jacques Chirac une grâce partielle. Donc en 1996, 2 ans après la condamnation d'Omar Haddad, Jacques Chirac fait un geste et il le gracie partiellement, c'est-à-dire qu'il réduit la peine de presque 5 ans, 4 ans et 8 mois exactement. Ne me demandez pas pourquoi cette précision, ce qui est bien que les 18 ans de réclusion ne sont plus que 13, et 13, eh ben, ça veut dire qu'une fois qu'on en a fait la moitié, on peut être libéré, et c'est ce qui va se passer. Donc il est partiellement gracié Omar Haddad en 96, il va encore rester 2 ans en prison, et puis en 98, il est libéré mais pas innocenté, hein. Encore aujourd'hui, il est considéré comme coupable du meurtre de Ghislaine Marchal. Vu la dimension politique de cette affaire à sa sortie de prison en 1998, toute la presse l'attendait à la sortie, évidemment. Il expliquait la difficulté, sa fatigue d'avoir subi une condamnation et un séjour en prison, lui qui clame encore une fois son innocence. Comment sont passés ces 7 ans? Très mal passé. Parce que c'est pas facile pour quelqu'un innocent de derrière les barreaux. Pour rien, c'est quelque chose de mal, très mal. Aujourd'hui, l'avocat Jacques Vergès est mort depuis quelques années. Omar Haddad est quasiment retombé dans l'oubli. Qu'est-ce qui relance cette affaire maintenant? En fait, en 2014, il y a eu un nouveau texte qui permettait, c'était nouveau, à la défense de demander des actes judiciaires. Et la défense d'Omar Haddad s'est engouffrée dans la brèche et a aussitôt commandé une nouvelle expertise ADN, commandé à un spécialiste tout à fait reconnu qui s'appelle le docteur Olivier Pascal, qui exerce à Nantes. Et cet expert a réexaminé les 2 portes sur lesquelles on avait trouvé les inscriptions, donc Omar Mathieu et Omar Maté. Entre-temps, effectivement, on avait fait beaucoup de progrès en matière d'ADN et on pouvait espérer qu'il y aurait du nouveau. Et bingo, donc sur la 2e porte, cet expert affirme qu'il a trouvé 30 traces d'un ADN masculin, d'un homme inconnu, des traces mélangées au sang de Ghislaine Marchal. Et puis il a de nouveau trouvé 3 fois cet ADN entre les doigts de la victime, comme si quelqu'un avait tenu la main pour écrire cette dénonciation. Donc le docteur Pascal a fait son rapport. Simplement, à l'époque, ni le parquet de Nice, ni l'avocate d'Omar Haddad ont tout de suite compris qu'il y avait quelque chose de tout à fait nouveau et intéressant dans ce rapport. Et l'affaire a finalement été de nouveau classée par le parquet de Nice. On a clos le dossier une nouvelle fois. Et puis finalement, ce n'est qu'il y a 2 ans, en 2019, que la défense a de nouveau demandé à un nouvel expert de se repencher sur ces ADN. Il s'appelle Laurent Brémiot. Il s'est de nouveau penché sur les ADN et il a dit, mais en fait, il y a vraiment quelque chose de tout à fait nouveau. Et simplement, il l'a exprimé de façon plus claire. Il a dit, oui, il y a un ADN masculin qu'on trouve à la fin de chaque lettre. Cet expert dit clairement que ça ne peut pas être là par accident, que ça ne peut pas être un ADN qui est arrivé par la manipulation des pièces, par un expert, par un enquêteur, par un magistrat, par un journaliste. Bon, ce n'est pas là accidentellement, cet ADN. Il est trop mélangé au sang pour pouvoir être là par hasard. Et naturellement, cet ADN a été comparé à celui d'Omar Haddad et ce n'est pas lui. Alors, ce 2e rapport, il date d'il y a 2 ans, sauf que, il était passé totalement inaperçu. Et donc, c'est ce 2e rapport qui date de 2019, mais qui vient seulement d'être rendu public. C'est une enquête signée Lorraine de Fouché et Michel Fine qui a révélé l'existence de ce 2e rapport et qui sert de base à la défense pour qu'elle ait donc, ce jour anniversaire, ce jeudi 24 juin, déposé une demande en révision. Là, on parle d'éléments matériels, c'est quand même du solide, mais il ne faut pas oublier qu'une demande en révision du procès avait déjà été déposée en 2002 et rejetée par la justice, qui avait estimé que les éléments nouveaux n'étaient pas assez probants, comme le rapportait ce reportage de France 3 à l'époque. Vérité judiciaire contre vérité médiatique. 2 thèses se sont affrontées ce matin devant la cour de révision. Que valent les traces d'ADN retrouvées sur les portes tachées de sang? Que vaut la remise en cause des expertises en écriture attribuant les inscriptions accusatrices à Ghislaine Marchal? Rien, estime maître Kiejman, l'avocat de la famille Marchal, rejoint par l'avocat général Laurent Davnas.
Ce qui donne un peu d'espoir à la défense quand même aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même 4 traces d'ADN qui ont été retrouvées grâce à cette analyse. 2 sont jugés pas très probants parce qu'ils pourraient venir de n'importe quoi, ils pourraient avoir été sur les portes avant, etc. Mais 2 sont jugés probants. Celui dont on a parlé, donc, qui est très mélangé, avec 30 traces très mélangées au sang de Ghislaine Marchal, ça c'est un ADN inconnu. Et puis un autre ADN, là encore mélangé au sang, a été retrouvé. Et cette fois, on a identifié, ou plus ou moins, on a cru avoir identifié le propriétaire de cet ADN. En réalité, c'est quelqu'un qui était donc fiché au fichier des personnes recherchées ou condamnées, quelqu'un qui a été, en l'occurrence, condamné pour des faits de violence. Et le parquet de Nice a dit, dans un premier temps, ça match. Donc ça, c'était une information capitale. On avait peut-être pour la première fois l'identité du potentiel tueur de Ghislaine Marchal, si ce n'est pas Omar Haddad. Sauf que, eh bien, après, le parquet a changé d'avis, a dit, eh bien, effectivement, après nouvelle analyse, c'est pas exactement le même ADN entre cette personne condamnée et l'ADN qu'on a retrouvé sur la porte. Et le dossier a été clos. Sauf que, en réalité, ce que nous disent aujourd'hui les experts en ADN, c'est qu'ils étaient très, très proches, la trace retrouvée sur la porte et l'ADN de cette personne identifiée. À 2 allèles près, c'était le même. Ce qui veut dire que peut-être quelqu'un de sa famille. Ça arrive souvent qu'on trouve un ADN très proche et c'est pas le bon, mais c'est tellement proche qu'on enquête sur ses frères, ses parents, ses enfants, que sais-je, quelqu'un de très proche de lui pour voir si ça pourrait pas être le coupable. Alors cette piste-là n'a pas été explorée. Donc la demande en révision qui est déposée cette semaine, elle est surtout basée sur les 30 traces d'un autre ADN, un inconnu qu'il faudrait rechercher. Mais si ça aboutit effectivement à une enquête en révision, si on rouvre une nouvelle fois ce dossier, il faudra aussi s'intéresser à ce quasi-ADN qui a été retrouvé. C'est la fin de ce nouvel épisode d'Expliquez-nous le monde. Merci à vous de l'avoir suivi. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous. Nous sommes sur toutes les plateformes de streaming, sur le site et l'application RMC. Parlez-en autour de vous, prenez soin de vous. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Fabien. Retrouvez Nicolas Poincaré dans Apolline Matin. Tous les jours à 6h20 et 7h50 sur RMC.